Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci à toute l'équipe du Centre culturel irlandais de nous réunir une fois de plus dans ce lieu magique. Alors vous imaginez bien l'embarras qui a été le mien devant un roman d'espionnage de 600 pages et d'y consacrer seulement 30 minutes avec vous. Imaginez un petit peu les affres dans lesquels je me suis plongé. Et jusqu'à la dernière minute, j'avais décidé de consacrer le montage de lecture à différents extraits uniquement consacrés à la thématique de l'exposition, l'espionnage, la dissimulation. Et puis un léger repentir m'a traversé cet après-midi et je ne résiste pas au plaisir de vous lire cet extrait qui va parler de son enfance, parce que le livre court sur toute sa vie. Ce sont des confidences. Quand il fait ses confidences, il a 65 ans. Il est né en 1907, le personnage, et nous sommes donc en 1972. Je ne vous parlerai pas de ses études à Cambridge, je ne vous parlerai pas du cercle des apôtres où il fait connaissance avec tous ses amis qui deviendront, eux aussi, des agents secrets, agents doubles, triples, on ne compte plus quand on aime. Et cet extrait de son enfance, parce que je le trouve magnifique. Pour ce qui était de dénicher des nids d'oiseaux, mon père était un champion. Personnellement, je n'ai jamais pu prendre le coup. Le dimanche matin, au printemps, il nous emmenait marcher, Freddy et moi, dans les prés au-dessus de Carrickdrum. J'imagine qu'il fuyait celle de ses paroissiennes, il était encore pasteur à cette époque, qui se faisait une règle de passer à la maison après l'office, épouses campagnardes bruyamment malheureuses dans leur voiture tirée par un poney, ouvrières des bas quartiers de la ville, vieilles filles détraquées aux yeux humides, qui passaient leur journée en faction derrière les fenêtres aux rideaux crochetés des maisonnettes du bord de mer. Je souhaiterais pouvoir décrire ces sorties comme autant de prétextes à de joyeuses réunions familiales où mon père discourait devant ses fils aux yeux écarquillés sur les coutumes et les charmes de mère nature. Mais en fait, il ne parlait que rarement. Et à mon avis, il avait tendance à oublier les deux gamins qui grimpaient désespérément au milieu des rochers et des épineux pour soutenir son allure. C'étaient des terres rudes là-haut, de petites parcelles cultivées au milieu d'affleurements de roches grises, hérissées de touffes d'ajoncs et de drôles de sorbiers, déformés par les violents vents marins. Je ne sais pas pourquoi, mon père tenait tant à emmener Freddy avec nous, car il s'énervait toujours sur ces hauteurs, surtout les jours de vent, et avançait en poussant de petits beuglements de détresse, s'arrachait la peau autour des ongles et se mordait les lèvres jusqu'au sang. À l'extrême limite de notre promenade, pourtant, nous descendions dans une légère dépression cernée de rochers, une vallée miniature avec de l'herbe à pâture, des buissons d'ajoncs et des talus pleins d'aubépines où tout était paisible et d'un silence bourdonnant et où même Freddy se calmait, du moins autant que cela lui était jamais possible. Là, mon père, qui portait des culottes de golf, des guêtres, un vieux pull couleur fauve et son sempiternel col d'ecclésiastique, s'arrêtait soudain, une main levée, l'oreille à l'affût de je ne sais trop quel signal secret ou vibration de l'air, puis quittait le sentier, s'approchait de tel ou tel buisson d'un pas étonnamment léger pour un homme de sa corpulence, écartait délicatement le feuillage, jetait un coup d'œil au milieu et se mettait à sourire. Je m'en souviens de ce sourire. Il reflétait une joie candide, bien sûr. Il lui donnait l'air qu'à mon sens Freddy aurait eu s'il n'avait pas été simple d'esprit, mais aussi une sorte de triomphe lugubre et triste, comme s'il avait surpris le Créateur
engagé dans un processus de falsification impressionnant, mais néanmoins fondamentalement médiocre. Puis, un doigt sur les lèvres, il nous faisait signe d'approcher et nous soulevait, l'un après l'autre, pour que nous puissions voir ce qu'il avait découvert. Un nid de pinsons ou de merles, sur lequel l'oiseau, parfois encore en train de couver, frémissait imperceptiblement et levait vers nous un regard éperdu d'effroi, comme s'il contemplait côte à côte les grosses têtes de Dieu et de son Fils. Pourtant, ce qui me fascinait, ce n'étaient pas les oiseaux, mais les œufs, bleus pâles ou ponctués de taches blanches. Ils reposaient là, dans le creux marqué du nid, fermés, inexplicables, pleins de leur propre plénitude. J'avais l'impression que si j'en prenais un dans la main, ce que mon père ne m'aurait jamais laissé faire, il serait trop lourd pour moi, comme un morceau de matière d'une planète beaucoup plus dense que la nôtre. Ce qui était particulièrement frappant chez eux, c'était leur différence. Ils ne ressemblaient qu'à eux-mêmes et à rien d'autre. Et dans leur extrême singularité, ils constituaient comme un reproche à tout ce qui les entourait, cet univers dissolu de broussailles, de ronces et de feuillages exubérants. Ils étaient l'objet absolu. Quand je repérais la mort de Sénèque, le tableau préféré de notre historien d'art, de Poussin. Quand je repérais la mort de Sénèque pour la première fois, rayonnante au milieu de toutes les croûtes de l'arrière-salle de chez Alighieri, je repensais aussitôt à ces dimanches matins de mon enfance et à mon père qui écartait les feuillages avec une infinie délicatesse et me montrait ces trésors fragiles et pourtant indestructibles, nichés au cœur du monde. Vous l'avez compris, Victor Maskell, puisque c'est son nom, est un esthète. Pour couverture, tout au long de sa vie, il va être historien d'art par passion, par dissimulation, et il aura pour tâche d'établir un catalogue des collections du château de Windsor. À la fin du passage que je vais vous lire, il y aura un dialogue entre lui et le roi George VI. Mais plongeons dans cet univers ô combien trouble. Nous sommes donc à Londres en 1972, il est âgé de 65 ans, historien d'art, et d'un coup d'un seul, il est démasqué et dénoncé en pleine séance à la Chambre. Agent secret des services britanniques, il travaille pour l'Union soviétique. Du jour au lendemain, il perd tout. Titre, famille et respectabilité. Après une vie faite de faux semblants et passé maître dans l'art de la dissimulation, cette mise à nu n'est pas pour lui déplaire. Il est temps de traquer le traître jusque dans son intimité. Pour cela, l'auteur, John Banville, va inventer son double, à lui, en tant qu'écrivain, Mademoiselle Vandler, Serena Vandler, une jeune biographe qui recueille les confidences du traître. « Je suis freelance », dit-elle au téléphone la première fois. Elle arriva pile à l'heure et sans détour, elle demanda « Mais enfin, pourquoi avez-vous fait cela ?»« Pourquoi ? Oh, cow-boy et indien, ma chère, cow-boy et indien. » C'était vrai dans un sens, le besoin de s'amuser, la peur de l'ennui. Franchement, toute l'affaire allait-elle beaucoup plus loin que cela, malgré toutes les nobles théories ? Et la haine de l'Amérique, bien sûr. Ajoutai-je sur un ton un peu blasé, vous devez comprendre, mademoiselle, que pour nombre d'entre nous, l'occupation américaine de l'Europe n'était pas une moindre calamité qu'une victoire allemande l'aurait été. Au moins, les nazis représentaient-ils un ennemi clair et visible, suffisamment humain pour être damné, pour paraphraser T.S. Eliot.
Mais enfin, si j'ai bien compris, vous êtes devenu espion avant la guerre, c'est cela? Espion, agent, espionnage. Ces mots m'ont toujours posé problème. Ils font surgir dans mon esprit, comme par magie, des images de tavernes de bas étage, de ruelles pavées la nuit, avec des silhouettes en maraude, vêtues de chausses et de pourpoints, d'éclairs de poignards. Je n'ai jamais pu me considérer comme faisant partie de cet univers fringant et mystérieux. Boy, lui, oui, Boy avait un rien de Chris Marlowe. D'accord, mais moi, même jeune, j'étais un raseur. J'étais ce qu'il fallait, quelqu'un de sûr pour pousser les autres à agir, veiller sur eux, les moucher et s'assurer qu'ils ne se sauvaient pas en courant au milieu des voitures. Mais à présent, je ne peux m'empêcher de me demander si je n'ai pas sacrifié une trop grande part de moi-même à... Je suppose que je dois appeler cela la cause. Ai-je gâché ma vie à réunir et collationner des renseignements insignifiants? J'en ai bien peur. Dans mon univers, il n'y a pas de questions simples et très peu de réponses, quelles qu'elles soient. Si vous comptez écrire ma biographie, mademoiselle, il faudra vous y résigner. Il y a des questions simples, monsieur. Il y a des réponses. Me coupa-t-elle. Pourquoi avez-vous espionné pour les Russes? Comment vous en êtes-vous tiré à si bon compte? Que pensiez-vous accomplir en trahissant votre pays et les intérêts de votre pays? Ou était-ce parce que vous n'avez jamais considéré l'Angleterre comme votre pays? Était-ce parce que vous êtes Irlandais et que vous nous haïssiez? Pas les Russes, murmurai-je. Pardon? Je n'ai pas espionné pour les Russes, précisai-je. J'ai espionné pour l'Europe, une église beaucoup plus importante. Cela fait maintenant 2 jours que mademoiselle Vandler n'a pas téléphoné. Je me demande si elle a déjà cessé de s'intéresser à moi. Peut-être a-t-elle déniché un sujet plus digne de son attention. Je n'en serais pas surpris. À mon avis, je n'ai pas une personnalité à faire battre plus vite le pouls d'un biographe ambitieux. En relisant ces pages, je suis frappé du peu d'impact que j'ai sur leur contenu. Le pronom personnel se retrouve partout, bien sûr. Il étaye l'édifice que je suis en train d'ériger. Mais qu'y a-t-il à voir derrière ce petit « je » ? Cependant, je dois bien avoir laissé une impression plus forte que je n'en ai le souvenir. Certaines personnes m'ont haï, et quelques-unes ont même prétendu m'avoir aimé. Mes plaisanteries à froid plaisaient. Je sais que dans certains cercles, on me considérait comme un sacré farceur. Et un jour, j'ai surpris quelqu'un en train de me décrire comme un authentique bel esprit irlandais. Du moins, je pense que c'était la formule. Alors pourquoi ne suis-je pas plus présent dans ces souvenirs que je couche ici avec un tel souci du détail? Ai-je vraiment vécu? Parfois, il me vient l'idée glaçante que les risques que j'ai pris, les dangers auxquels je me suis exposé, après tout, il n'est pas exagéré de penser qu'on aurait pu me liquider à tout moment, n'étaient que le succès d'années d'une façon de vivre plus simple, plus authentique, pour laquelle je n'étais pas à la hauteur. Cependant, si je n'avais pas pris part au débordement de l'histoire, que serais-je devenu? Un érudit, desséché, qui se serait cassé la tête sur de subtiles questions d'attribution et sur le dîner qu'il allait préparer pour le soir. Tout cela est vrai, n'empêche. Ce genre de rationalisation ne me satisfait pas. Peut-être que ce n'était pas la philosophie qui sous-tendait mon existence, mais la double vie elle-même, qui pour un très grand nombre d'entre nous s'apparenta au début à une source d'énergie, qui eut sur moi un effet débilitant.
Je sais que c'est ce qu'on a toujours dit sur nous, que les mensonges et les secrets nous avaient nécessairement corrompus, qu'ils avaient sapé notre force morale et nous avaient aveuglés sur la véritable nature des choses. Mais je n'ai jamais cru à cela. Nous étions des gnostiques modernes, oui, des gnostiques modernes, les gardiens d'un savoir secret pour qui le monde des apparences n'était qu'une manifestation grossière d'une réalité infiniment plus subtile, plus réelle, dont l'accès était réservé à quelques rares élus, mais dont les lois, inflexibles, inéluctables, étaient partout à l'œuvre. Cette gnose était, au plan matériel, l'équivalent de la conception freudienne de l'inconscient, ce législateur non reconnu et irrésistible, cet espion intérieur. Donc, pour nous, tout était ce qu'il était, et en même temps autre chose. Nous pouvions ainsi faire les 400 coups, boire toute la nuit, et rigoler comme des fous, parce que derrière toute notre frivolité, il y avait la conviction sévère qu'il fallait que le monde change, et que c'était nous qui nous en chargerions. Dans nos moments d'extrême légèreté, nous nous imaginions posséder une gravité beaucoup plus profonde, en partie parce que cachée, que tout ce que nos parents parvenaient à déployer avec leur imprécision, leur manque d'une quelconque certitude, d'une quelconque rigueur, et surtout leurs efforts minablement médiocres pour être des gens bien. Que toute cette forteresse de pacotille s'écroule, affirmions-nous. Et si nous pouvons lui donner un bon coup, nous le ferons. Destruamet aedificabo, je détruirai et je construirai, comme Proudhon avait coutume de s'exclamer. Égoïsme que tout cela, bien sûr. On se fichait du monde comme de Colin tampons, même si on s'aiguisait tant qu'on pouvait sur la liberté, la justice et le triste sort des masses. Total égoïsme. Et puis, pour moi, il y avait d'autres forces à l'œuvre, ambiguës, extatiques, angoissées. L'obsession de l'art, par exemple, la difficile question de la nationalité, ce bourdon constant dans la musique de cornemuse de ma vie, et, plus profondément encore, le sordide et les égarements du sexe. L'espion irlandais homosexuel. On croirait le titre d'un de ces airs que jouaient les catholiques à l'harmonium dans leur pub quand j'étais gamin. Est-ce que j'ai dit que c'était une double vie? Plutôt une quadruple, oui, ou une quintuple. Ça se passa lors de notre dernière nuit à Moscou. Je rentrais à pied à l'hôtel, après avoir passé la majeure partie de la journée au palais du Kremlin, entendez le musée. Comme toujours, après un long moment au milieu des tableaux, je me sentais étourdi et les jambes molles, et au début, je ne remarquais pas le moteur de la voiture qui avançait doucement à côté de moi à une allure de marcheur. Réellement, c'est le genre de truc qu'il faisait. Je les soupçonne de s'être inspirés des films d'Hollywood dont ils étaient tristement friands. Puis, alors que la voiture continuait à rouler, la portière s'ouvrit et un jeune homme mince et élancé, vêtu d'un manteau en cuir noir très serré à la taille et lui arrivant aux chevilles, sauta lestement sur le trottoir et m'approcha rapidement en marchant le bras bien tendu. Ses talons frappaient le sol avec une telle violence qu'on aurait cru que la pierre allait lancer des étincelles. Il portait un chapeau mou et des gants de cuir noir. Il avait un visage étroit, dur, mais de grands yeux doux, couleur d'ambre, qui me firent incongrument penser au regard chaleureux et mélancolique de ma belle-mère. Une brûlante sensation de peur me remonta lentement tout le dos. Il s'adressa à moi dans un grognement rauque. À les entendre, il me semblait que tous les Russes étaient des ivrognes. Et dans ma panique, je me mis à protester que je ne comprenais pas la langue, mais me rendis compte alors qu'il parlait anglais, ou une approximation. Voulais-je bien suivre lui? Il avait voiture.
Il me montra le véhicule qui s'était arrêté et qui, avec son moteur toujours en marche, vibrait comme un cheval échauffé. « Voici mon hôtel !» dis-je tout fort stupidement. « C'est là que je loge !» Je pointais l'entrée en marbre, où le portier, habillé d'un uniforme marron sale, suivait la scène avec un amusement entendu. Je ne sais quelle sorte de sanctuaire j'imaginais revendiquer. « Mon passeport est dans ma chambre !» ajoutai-je. On aurait dit que j'étais en train de lire un guide de conversation. « Je peux aller le chercher si vous voulez. » L'homme au manteau de cuir éclata de rire. « Là, il faut que je vous dise quelque chose sur ce rire caractéristique de la bureaucratie soviétique, qui prévalait surtout parmi les sommités de la sécurité. Il allait du bref ricanement sec de manteau de cuir au sifflement d'harmonium des pontes au sommet. Mais c'était fondamentalement le même, quel que fût l'endroit où on l'entendait. Ce n'était pas le grognement sans joie de l'homme de la Gestapo, ni le gloussement gras d'un bourreau chinois. Il y avait dedans un amusement réel, bien que discret, une sorte de plaisir atténué, pourrait-on dire. « En voilà encore un !» semblait-il dire, un autre de ces pauvres nigauds qui croient avoir un certain poids sur le monde. L'ingrédient principal de ce rire, c'était pourtant une sorte de lassitude ennuyée. Celui qui riait avait tout vu, toutes les formes de cris et d'emphase, toutes les tentatives ratées pour enjôler et insinuer, s'insinuer dans les bonnes grâces d'un tel ou d'un tel. Il avait vu ça, mais avait vu ensuite les humiliations et les larmes, entendu les appels à l'indulgence, les talons qui repartaient bruyamment en sens inverse et les portes des cellules qui se refermaient en claquant. Je vais trop loin. Je veux dire que j'exagère ma perspicacité. Ce n'est qu'avec le recul que je peux démonter les différents composants de ce rire. La voiture était un gros véhicule noir, haut sur pattes et laid, avec un toit bombé et un long museau cabossé. Le chauffeur ne se retourna pas pour me regarder, mais relâcha le frein une seconde avant que je m'asseye, de sorte que je m'écrasais contre la garniture du siège, la tête dodelinante et le cœur noué de peur dans un coin de sa cage, tandis qu'on s'élançait dans la large avenue à une vitesse pesante mais téméraire. Manteau de cuir ôta son chapeau et, le geste guindé, le garda posé sur ses genoux. Ses courts cheveux blonds étaient humides de sueur, de sorte qu'on devinait son cuir chevelu rose, auquel la calotte du chapeau avait donné une forme pointue presque attendrissante. Un reste de savon à barbe, mélangé de petits poils couleur paille, avait séché sous le lobe de son oreille gauche. Des immeubles s'élevèrent à travers le pare-brise, immenses, l'air blême, et, à mes yeux de plus en plus menaçants, puis s'effondrèrent en silence derrière nous. « Où m'emmenez-vous » demandai-je. C'était comme si je n'avais rien dit. Manteau de cuir était assis, bien droit, et regardait avec un vif intérêt la vue qui s'offrait à nous, comme si c'était lui et non moi qui était le visiteur. Je me rejetai en arrière sur mon siège et croisai les bras. La garniture intérieure sentait la sueur, la fumée de cigarette et quelque chose qui rappelait la pisse. Un calme curieux m'avait envahi. J'avais l'impression de flotter à 30 centimètres au-dessus de moi, soutenu d'une certaine façon par le mouvement de la voiture qui avançait, tel un oiseau porté par une ascendance thermique. J'aimerais pouvoir penser que c'était un signe de courage moral, mais cela ressemblait tout au plus à de l'indifférence, ou bien l'indifférence était l'autre nom du courage. Nous finîmes par quitter la rue pour traverser une place pavée dans un concert de grincements et de crissements de pneus. Dans le crépuscule gris acier, je vis briller les dômes en forme d'oignon et me rendis compte avec un sursaut et un frisson d'appréhension inattendue qu'on me ramenait au Kremlin, mais pas au musée.
La voiture s'arrêta en brinque-ballant dans une cour irrégulière, et tandis que le chauffeur au volant continuait résolument à ne me présenter que sa nuque, Manteau de Cuir sauta dehors, se précipita, plié en deux de mon côté, et ouvrit brutalement la porte avant que j'aie eu le temps de trouver la poignée. Je descendis avec calme, en me faisant l'effet d'être une vieille dame, désormais déchue, arrivant en taxi à Ascot. Aussitôt, comme si mon pied sur les pavés eût actionné un ressort caché, une grande et haute porte à 2 battants s'ouvrit devant moi et je me retrouvai en train de battre des paupières dans un coin de lumière électrique. J'hésitais et tournais la tête, je ne sais pas pourquoi. Peut-être dans une dernière tentative désespérée pour trouver un moyen de fuir, puis portais mon regard en l'air, au-delà des grands murs aux fenêtres sombres des bâtiments environnants, où une étoile cristalline et solitaire, pareille à une étoile de carte de Noël, pareille à l'étoile de Bethléem elle-même, se détachait, la pointe de son stylet en équilibre sur un dôme en forme d'oignon, et à ce moment-là, je me rendis compte dans un choc brutal et net que je m'apprêtais à quitter une vie pour entrer dans une autre. Puis une voix marquée d'un fort accent s'écria avec chaleur. « Professeur Masquel, s'il vous plaît !» Je me retournai et découvris sur le seuil un petit homme soigné, doté d'une calvitie naissante et mal fagoté dans un costume 3 pièces tout boutonné qui vint vers moi, les mains, 2 petites mains aux doigts boudinés, les mains tendues. C'était le sosie en plus jeune de Martin Heidegger. Avec une ombre de moustache, un sourire sinistrement paternel et de minuscules yeux noirs brillants comme des billes. Sans détacher ses yeux des miens, il chercha ma main et la pressa avec ferveur entre les siennes. « Bienvenue, camarade, bienvenue !» dit-il d'une voix haletante. « Bienvenue au Kremlin !» On me fit entrer à l'intérieur et je ressentis une sorte de picotement au milieu du dos, comme si l'étoile était tombée du ciel et m'avait poignardé entre les épaules. Mais dites-moi ce que je suis censé faire, dis-je à Hartmann. Faire, s'écria-t-il, vous ne ferez rien du tout en réalité. Vous nous êtes précieux parce que vous évoluez au centre de la classe dirigeante britannique, moi. Et d'après les informations que vous et les autres nous fournirez, nous serons en mesure de dresser une carte des instances dirigeantes de ce pays. Il adorait ses exposés, ses présentations de dessins et d'objectifs, ses sermons sur la stratégie. Tous les espions sont mi-prêtres, mi-pédants. C'est comme... Comment ça s'appelle? Un puzzle? Oui, un puzzle. Il se rembrunit. Comment avez-vous compris que c'était ce que je voulais dire? Oh, j'ai juste deviné. Donc je vais être une sorte de diariste mondain, c'est cela? J'aurais cru qu'on me demanderait autre chose que des ragots de cocktail. Où est mon carnet de chiffrement? Ma capsule de cyanure? Il fronça les sourcils. Tout, dit-il, doit aller si lentement dans ce drôle de boulot qui est le nôtre. À Vienne, écoutez-moi ça, une fois, j'ai eu pour tâche de surveiller un homme pendant 1 année, oui, 1 année complète. Et finalement, il s'avéra que ce n'était pas le bon gars. Alors, vous voyez, j'éclatai de rire, ce que je n'aurais pas dû faire, et il me lança un regard réprobateur. Puis il enchaîna en me disant très sérieusement que l'aristocratie était infestée de sympathisants fascistes et me remit une liste portant les noms d'un certain nombre de gens auxquels Moscou s'intéressait particulièrement. En consultant ce papier, je réprimai un nouvel éclat de rire. « Félix, déclarai-je, ces gens ne représentent rien. Ce sont des réactionnaires parmi tant d'autres, des ronchons, oui, des spécialistes des discours de dîner de gala. » Il haussa encore les épaules, ne répondit mot et détourna les yeux. Je sentis une dépression bien connue s'emparer de moi.
L'espionnage a des points communs avec les rêves. Dans le monde des espions, comme dans les rêves, on n'est jamais sûr du terrain. On pose le pied sur un sol qui a l'air solide, mais il cède sous notre poids et on dégringole en une sorte de chute libre, en tournant lentement cul par-dessus tête et en s'accrochant à des trucs qui sont eux-mêmes en train de tomber. Cette instabilité, cette multiplicité infinie que le monde affiche constitue à la fois l'attrait et la terreur du métier d'espion. L'attrait, parce qu'au milieu d'une telle incertitude, on n'est jamais obligé d'être soi-même, quoi qu'on fasse. Il y a un autre moi de rechange, invisible, sur le côté, qui observe, évalue, se souvient. C'est là le pouvoir secret de l'espion. Il est différent du pouvoir qui donne aux armées l'ordre de se battre. Il est purement personnel. C'est le pouvoir d'être et de ne pas être, de se détacher de soi-même, d'être soi-même et un autre en même temps. Le problème, c'est que si je suis toujours au moins deux versions de moi-même, tous les autres doivent donc être pareillement jumelés avec eux-mêmes de cette façon abominable, insaisissable. Alors, aussi risible que cela puisse paraître, il n'est pas impossible que les gens sur la liste de Félix ne soient pas seulement les hôtesses mondaines et les casse-pieds à nom au nom à rallonge que je croyais connaître, mais un cercle de fascistes, efficaces et impitoyables, prêts à arracher le pouvoir au gouvernement élu, afin de remettre sur un trône tendu de svastika un roi ayant abdiqué, en l'occurrence Édouard VIII, au détriment de son frère Georges VI, actuellement sur le trône. Et c'était là que se situaient la fascination et la peur, non des complots, des pactes ou des manigances royales, mais de la possibilité que rien, absolument rien, ne fût ce qu'il paraissait être. Votre Majesté, puis-je me permettre? Le lieutenant-colonel Mitchett a mentionné quelque chose à propos de l'Allemagne. Oui, parfaitement. Il attrapa une chaise dorée, qu'il plaça devant moi, s'assit, les coudes sur les genoux et les mains jointes, et me regarda avec gravité. « Je veux vous demander une faveur, Victor. Je veux que vous alliez en Bavière, à Regensburg. Vous connaissez cet endroit? Et que vous nous rapportiez des papiers qu'un de nos cousins conserve pour nous, Willy, notre cousin. Willy s'est en quelque sorte proclamé archiviste de la famille. Nous avions pris l'habitude, une mauvaise habitude sans doute, de lui confier des documents afin qu'ils soient en lieu sûr, et puis la guerre a éclaté. Et il n'y a pas eu moyen de les récupérer, quand bien même Willy aurait été d'accord pour les lâcher. C'est un peu une terreur, ce Willy, quand il s'agit de ses précieuses archives. Il s'interrompit, en difficulté, semble-t-il, et demeura assis sans bouger un long moment, tête baissée, à fixer ses mains d'un air renfrogné. Il ne m'avait encore jamais appelé par mon prénom, et ne le ferait plus jamais d'ailleurs. J'étais ravi, bien sûr, et flatté. Je pense que j'ai peut-être même rougi un peu de manière saillante, j'espère, mais j'étais choqué aussi, et pas qu'un peu fâché. Comme je crois l'avoir déjà dit, je suis un royaliste convaincu comme le sont tous les marxistes au fond. Et il me déplaisait d'entendre un roi, eh bien, s'abaisser de la sorte. Ces papiers, me dis-je, devaient être extrêmement précieux. Sa Majesté continuait à regarder ses doigts serrés avec flemme. Je me rappelle, quand vous étiez à Windsor, poursuivit-il, en train de travailler sur nos dessins. À propos, vous avez terminé ce catalogue? Non, Votre Majesté. C'est un travail qui exige énormément de temps et il y a eu la guerre. Oh, mon Dieu, oui, je comprends. Je m'informais, c'est tout. Vous voyez, je m'informais. Brusquement, il se leva,
manqua à s'arracher à son siège, qui chancela un bref instant sur ses gracieux petits pieds et se mit à faire les 100 pas devant moi en se flanquant de gentils coups de poing dans la paume de la main. Croyez-moi, c'est un spectacle mémorable qu'un roi dans tous ses états. Ces documents, poursuivit-il, il y a des lettres de mon arrière-grand-mère à sa fille, Frédéric, et il y en a quelques-unes de ma mère à ses cousins allemands. Ce ne sont que des papiers de famille, vous comprenez. Mais ce n'est pas le genre de choses que nous aimerions voir tomber entre les mains d'un journaliste américain, dirons-nous, qui échapperait à l'obligation de réserve qu'impose la loi anglaise. Apparemment, l'armée américaine a réquisitionné Schloss Altberg et en a fait une sorte de centre de loisirs pour ses troupes. J'espère que Willy a eu la présence d'esprit de mettre sous clé les bijoux de famille. Quant à la manière dont il se débrouille de sa mère dans ces circonstances, on n'ose guère y penser. Vous la rencontrerez, la comtesse, sans aucun doute. Il esquissa l'ombre d'un haussement d'épaule et inspira brutalement comme s'il repensait à quelque chose de douloureux. Oh, une personne formidable, cette femme. Je le regardais arpenter la pièce et réfléchis aux possibilités intéressantes que présentait cette mission que l'on me confiait. Je sais que je n'aurais pas dû, mais je ne pus résister au besoin d'appuyer un peu, tout doucement, sur ce qui était à l'évidence un point tendre et meurtri. Je crois qu'il vaudrait mieux, Votre Majesté, dis-je d'un ton plein de sollicitude obséquieuse, je crois qu'il vaudrait mieux que j'aie un peu plus de détails sur les papiers que le palais souhaite le plus récupérer. Je me suis aperçu sur le terrain, j'aimais cette nuance, sur le terrain que plus on avait d'informations, plus on avait de chances de réussir la tâche qui vous incombait. Il poussa un profond soupir, s'arrêta de faire les 100 pas et s'assit, la mine triste, sur un canapé en face de la cheminée, la jointure de l'index pressée contre ses lèvres pensives et le regard fixé sur les fenêtres. Un beau profil, bien qu'assez mou. Je me demandais s'il avait des penchants homosexuels. Je n'ai encore jamais rencontré de membre de famille royale qui n'en ait pas eu. Je repensais en particulier à ces camps de vacances pour jeunes de la classe ouvrière qu'il défendait avec tant d'enthousiasme. Je remarquai qu'il portait d'épaisses chaussettes de laine qui avaient l'air d'avoir été faites à la main, pas très habilement. Peut-être l'une des princesses les lui avait-elle tricotées. L'aînée, me dis-je, car allez savoir pourquoi je n'arrivais pas à imaginer la plus jeune avec des aiguilles et des modèles de tricot. Il poussa un nouveau soupir, plus profond encore. Toutes les familles ont leurs difficultés, dit-il. Leurs moutons noirs et tout ce qui s'ensuit. Mon frère ressoupire. Oui, j'avais bien pensé que son frère n'allait pas tarder à faire son apparition. Édouard VIII. Mon frère s'est comporté très sottement durant les années qui ont précédé la guerre. Il était extrêmement fâché, vous savez, à cause de l'abdication et tout le reste. Il avait le sentiment que la famille et le pays l'avaient laissé tomber. Je suppose qu'il voulait se venger, le pauvre. Ses rencontres avec Hitler, très stupide. Et c'est Willy, vous voyez, notre cousin Willy, un homme beaucoup plus intelligent que ce pauvre Édouard, qui a servi d'intermédiaire entre les dirigeants nazis et mon frère et sa femme. Son bégaiement devenait de plus en plus prononcé. Et vous pensez, déclarai-je avec douceur, qu'il y a peut-être des documents concernant ces rencontres? Des comptes rendus, des copies même? Il jeta un coup d'œil dans ma direction, hésitant, implorant, presque intimidé, les yeux baissés sous l'effet de la détresse, et hocha la tête. « Nous savons qu'il y en a, » répondit-il d'une voix rauque, étouffée. « Nous nous en remettons à vous, Monsieur Maskell, pour les récupérer.
Nous sommes sûrs que vous êtes l'homme de la situation. Nous savons que vous serez discret. » J'acquiesçais à mon tour, me barrais le front d'une grande ride pour marquer mon sérieux et ma résolution de bulldog. « Oh, Majesté, motus et bouche cousue, motus et bouche cousue. » Merci. Bravo.